Une démocratie comme la nôtre ne peut pas uniquement lutter avec des armes. Elle doit aussi opposer la force de ses convictions, la force de ce qu'elle incarne. Nous devons avoir une prise de conscience. Il faut que le peuple français se reconnaisse dans ses valeurs. Pour ce faire, il est urgent de redécouvrir ce que nous avons été, ce que nous sommes, et définir au regard de notre héritage ce que nous souhaitons être en tant que patrie et Français. J'ai appris à aimer la France parce que j'ai eu ce cadeau de ma mère, ce deuxième cadeau. Elle m'a donné une naissance et quelques mois après, elle m'a permis une renaissance. Cette renaissance, c'est l'acte qu'elle a fait d'aller voir les autorités de Djibouti pour dire « je ne peux pas m'occuper de ma fille et j'accepte qu'elle soit donnée à l'adoption ». Elle savait que j'allais partir en France. Je pense qu'elle ne savait pas trop ce que c'était la France, mais elle avait confiance dans ce pays, dans votre pays. Je vais commencer avec une citation, je vais vous donner deux citations très différentes. La première vient d'un bord politique et l'autre d'un autre bord politique. La première vient de Jacques Bainville. La France est mieux qu'une race, c'est une nation. Et si on s'intéresse à ce que les grands penseurs de la France ont légué de compréhension de ce qu'est une nation, eh bien on arrive très naturellement à quelqu'un qui vient plutôt d'une tradition de gauche et non plus d'une tradition de droite. Il s'agit de Renan. Et donc Renan considère que la nation repose sur deux piliers. Le premier, c'est le passé. Je le cite, il faut que, pour faire une nation, nous soyons riches d'un legs de souvenirs communs. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un rapport au présent, la volonté de continuer à faire valoir cet héritage reçu. La France n'est pas une race, c'est une nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est une communauté politique qui s'est forgée dans la durée. Au moment de la guerre de 100 ans, plus exactement à la fin de la guerre de 100 ans, les Français ont, bien qu'on soit encore dans un monde féodal, ont conscience d'appartenir à un ensemble qui s'appelle la France. Cet ensemble politique va être transmis et la Révolution va en hériter et va le transmettre aux régimes successifs, l'Empire, les républiques. Je pense que nous sommes une nation très politique en ce sens que nous avons été construits par l'État. Ce rapport à l'État est très fort et à mon sens explique une grande partie du malaise français d'aujourd'hui, puisque nous ne savons plus exactement où sont les limites de l'État, dans la mesure où entre la mondialisation, une construction européenne dont les contours sont un peu flous, eh bien il y a un trouble autour de ce qui nous guidait, qui est l'État, et à mon avis c'est un facteur explicatif fort du malaise français. Il faut ne pas avoir peur de la patrie et de la nation, il faut les aimer parce que c'est notre héritage, mais il faut prendre cet héritage pour construire un avenir. Cet avenir ne s'écrira jamais parce que c'est dans notre histoire sans un État qui assume la totalité de ses missions. La France, elle a inventé quelque chose. Elle a inventé quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la nation civique. En fait, ça signifie que je suis François, puisque bientôt on va appeler ça les François, je suis François parce que je suis adhérent, dans mon imaginaire, à des valeurs communes. Des valeurs, pas un sang, des valeurs communes. Ça, c'est la grande révolution française. Ces valeurs, c'est des valeurs universelles. Elles sont judéo-chrétiennes. Ça veut dire quoi, judéo-chrétienne? Vous partez d'une loi universelle, d'une loi morale qui dit que, eh bien, la dignité humaine est quelque chose qui est absolument non seulement un droit, mais aussi un devoir. Je dis mais aussi un devoir. C'est pas simplement les droits de l'homme qui commencent à surgir, c'est aussi les devoirs de l'homme. C'est quelque chose de très important. Ça signifie que quand une population vient en France, si elle participe de ces valeurs universelles, si elle les partage, welcome au club. Mais si des gens se figurent qu'ils peuvent venir sur notre territoire en violant ce droit naturel, alors je suis désolé, nous sommes obligés, pour protéger ce droit naturel, d'organiser la répression. La montée de la radicalisation en France est très rapide, puisque depuis plus 203% en un an.
On a 457 combattants aujourd'hui en Syrie, ce qui est là aussi en 6 mois plus 104%. On essaye encore de nous faire croire que c'est essentiellement des questions culturelles ou essentiellement des questions sociales. C'est parce que les jeunes sont dans des situations difficiles qu'ils vont sombrer dans la radicalisation. Or, en fait, l'explication est très loin de cela. Quand on regarde par exemple l'étude qui vient d'être faite sur 160 familles dont les enfants sont partis faire le djihad en Syrie, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait l'image qu'on nous renvoie dans les médias. La majorité de ces études, de ces jeunes, sont issus de classe moyenne, 25% d'entre eux sont des convertis, et la majorité des plus jeunes, notamment des mineurs, sont des filles. Alors face à ça, pour aller très vite, le gouvernement a annoncé qu'il allait mettre en place 2 centres de déradicalisation dès 2016. 2 centres qui, à eux deux, compteront 60 places. 60 places pour, au minimum, ça c'était les chiffres du mois de mai, 3000 cas signalés de jeunes qui auraient besoin d'être pris en charge rapidement. Donc autant dire que déjà le chiffre nous donne l'étendue du bobard. Je parle pour le coup Alexandre Dumas, donc les écoles de la Fondation. Nous ne sommes pas des écoles laïques, nous sommes des écoles aconfessionnelles, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des écoles catholiques. En revanche, nous ne sommes pas des écoles qui laissons la religion au portail. On les prend pas, on ne peut pas leur dire venez comme vous êtes, sauf ça. Vous voyez. Et ce que je voudrais dire aux politiciens et surtout aux autres, à tout le monde, en fait, c'est n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. Parce que la vraie peur des petits Français, c'est j'ose pas trop dire que je suis, parce que j'ai pas envie de vexer, mais non, vous êtes héritier d'une culture et d'une histoire qui est formidable, et justement, ces personnes-là, ces enfants-là, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur montre qui on est, leur montre la richesse de notre héritage, et l'héritage qui est le leur aussi. Et j'ai fait rire toute ma classe quand je leur ai dit que c'était les descendants de Clovis et des Gaulois. Ils m'ont dit, monsieur, vous n'êtes pas le grand Eliezer qui est d'origine du Congo, qui me dit, monsieur, je suis pas descendant des Gaulois, je suis Dassim, mon petit Eliezer. Vous êtes héritier de Clovis, comme moi, car vous partagez son héritage aujourd'hui. Moi, je suis un ancien islamiste, effectivement, issu de la confrérie des frères musulmans. J'y reste quelques années, mais c'est un échec total, parce qu'en réalité, l'islamisme est un pansement que j'ai mis sur mon trouble identitaire, et ce pansement ne va pas tenir. Je vais m'effondrer, donc je démissionne, j'arrête tout ça. Donc je me retrouve sans aucune identité, complètement perdu. Ma foi en Dieu commence clairement à vaciller, je n'ai plus aucun repère. Et là, je tombe sur un texte incroyable, Bossuet. D'abord, je suis très surpris par la beauté du texte. Ça m'interroge et donc je plonge dans l'histoire de l'Ancien Régime. Et là, je découvre des choses tout à fait incroyables. Mais lorsqu'on parle de l'Ancien Régime, il y a un après, il y a un avant, et donc je n'ai pas le choix, étant très curieux de nature, je plonge corps et âme dans l'histoire de France. Et je découvre une France dont jadis je percevais uniquement un spectre hideux, parce que j'avais une vision totalement remplie de préjugés vis-à-vis de la France, et je me rends compte que c'est un pays rempli de nuances, extrêmement complexes, et donc je prends des gifles, hein, c'est vraiment des électrochocs successifs. Enfin, je découvre un trésor culturel, un patrimoine, une grandeur qui détruit tous les préjugés, et là c'est la naissance de ma francité, c'est une vraie renaissance. Je deviens français charnellement. Mais moi je suis dans cette identité heureuse et j'ai envie de faire partager cette identité heureuse-là. Et je donne donc des conférences, je vais à la rencontre des Français de confession de culture musulmane, dans les quartiers, je parle à des jeunes, et je parle de mon parcours, qui, pour faire simple, m'a fait passer de l'islamisme à Bossuet. Voilà. Juste vous dire ceci, quelqu'un m'a rappelé il n'y a pas longtemps une phrase de Solzhenitsyn. Je viens d'un pays où l'on ne pouvait rien dire. J'arrive dans un pays où l'on peut tout dire, mais ça ne sert à rien. J'espère quand même que la parole politique retrouvera sa force d'entraînement. Parce que si la parole politique
ne retrouve pas sa force d'entraînement. Les forces d'entraînement viendront d'ailleurs. Et oui, nous avons beaucoup de choses à faire. Et oui, nous avons un pacte à passer avec les Français musulmans. Et oui, nous avons des règles à établir pour savoir ce qui, chez nous, dans notre société, dans notre civilisation, avec notre histoire, nos valeurs, est possible et ce qui ne l'est pas. Évidemment, ce soir, on ne va pas régler le problème politique, on ne va pas sauver la nation. Mais enfin, c'est comme en 40, vous savez. Si quelques personnes gardent au cœur l'amour de leur pays, alors rien n'est perdu.